Thank you so much for inviting me. It's always a very great honor to get invitations, you know, sitting in your university and your clinic, and just of a sudden you have an invitation. It's fantastic, so I'm very honored. Thank you for that. I'm from Denmark, and you know, in Denmark. Je viens du Danemark, et comme vous le savez, on a peut-être 4000 dentistes dans mon pays. Donc, un tout petit pays, mais beaucoup de dentistes. Aujourd'hui, nous allons parler de pathologie. Nous allons nous concentrer sur le traitement des lésions carieuses profondes et très profondes. On va commencer par quelques messages clés que j'aimerais vraiment vous faire passer, que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit lorsque viendra le moment de se quitter. Il est important de bien comprendre certains faits. Il existe des différences s'agissant des lésions carieuses profondes et très profondes, et j'aimerais vous proposer une définition pour distinguer ces lésions carieuses, qu'elles soient profondes ou très profondes. Et une fois sorti de la pièce, vous saurez exactement quelles sont les différences entre ces deux scénarios. En effet, ces différences sont capitales s'agissant du potentiel de préservation de la pulpe dentaire. Alors, deuxième message principal que j'aimerais vous faire passer. La pulpe est inflammée de façon chronique lors des caries profondes, mais il n'y a pas de croissance bactérienne dans la pulpe même. Par conséquent, il faut bien s'en rendre compte. Il y a des tissus enflammés lors des lésions profondes, mais pas forcément de croissance bactérienne dans la pulpe dentaire. Je vous donnerai également des informations concernant le traitement de ces lésions profondes. Si le traitement est non invasif, notamment une excavation en 2 temps, eh bien, les résultats semblent être au rendez-vous. Alors, je ne voudrais pas voler la vedette à l'intervenant suivant, mais l'exposition pulpaire lors des lésions profondes, je pense que c'est quelque chose qu'on aurait bénéfice à éviter. Du point de vue du patient, quelles sont les attentes? Alors que vous soyez à Paris ou au Danemark, à Gothenburg, moi, lorsque je vais chez le dentiste, lorsque vous allez chez le dentiste, vous recevez tous le même traitement. En tout cas, on le pense. Mais du point de vue du dentiste, on n'en est pas forcément sûr. Réfléchissons à la meilleure manière de préserver la pulpe dentaire. Car dans certains cas, l'intervention n'aboutira pas. Notre processus décisionnel est régi par certaines choses, des choses auxquelles on ne réfléchit pas forcément en clinique, mais c'est la connaissance de la pathologie. On en revient toujours à la pathologie, c'est cela qui régit notre démarche. Sans cette connaissance pathologique, comment savoir si on a le bon mouvement, comment savoir si on fait bien son travail en qualité de dentiste? Et c'est donc important. Chaque fois qu'on modifie notre façon de traiter les patients, il faut que ces évolutions se fondent sur la pathologie et sur notre compréhension du développement du processus pathologique. J'y consacrerai donc certaines diapositives. Les lésions profondes et très profondes. Comment les traiter? Concentrons-nous d'abord sur les lésions profondes. On en sait quelque chose, on connaît un petit peu le résultat. Lorsqu'on traite ces lésions profondes, alors, ce sont les principaux messages que j'aimerais faire passer et que j'espère aboutiront à votre compréhension. Et je pense qu'il y aura peut-être des questions tout à l'heure. Alors c'est à dessein que j'évite certains sujets, car je sais pertinemment que vous allez poser la question de toute façon.
toutes les lésions ne sont pas traitées de la même façon. Différents questionnaires nous le montrent bien. Aux États-Unis, notamment. Aux États-Unis, il y a des réseaux d'omnipatriciens, des gens comme vous, qui posent des questions. Alors, à la question de savoir comment traiter des lésions profondes, en cas de traitement, si on s'attend à une exposition de la pulpe, comment gérer? Eh bien, la question a été posée et vous voyez les réponses à l'écran. Ah, je viens d'apprendre comment fonctionne le pointeur. Vous voyez le point rouge? Moins de 20% ont répondu en faveur d'une excavation partielle. 60% ont proposé une élimination de toutes les lésions carieuses. Et s'il y a exposition, s'il y a perforation, tant pis. Et les 25% restants partent directement sur un traitement endodontique. Donc, il y a différentes options décisionnelles, comme vous pouvez le constater, c'est-à-dire que vous aurez un patient qui va se faire dévitaliser, et puis il y a l'autre qui bénéficiera d'un coiffage pulpaire, tandis que le troisième se fera poser une obturation. Le choix est différent en fonction de la perception que l'on a d'une lésion profonde. À quoi correspond une lésion profonde? Chacun a son point de vue et ça, il faut le respecter. Vous avez tous une expérience clinique, souvent depuis de nombreuses années, et l'élimination des tissus carieux s'améliore au fil du temps. Mais le fait est que certains collègues préférant un coiffage pulpaire à toutes les autres possibilités. Moi, la question à laquelle j'aimerais répondre est la suivante. Peut-être faudrait-il améliorer la définition des différentes options, ce qui permettrait d'assurer une meilleure cohérence thérapeutique s'agissant des différentes options, des différents choix thérapeutiques que l'on peut proposer aux patients. Dans certains cas, il faudrait plus une approche moins invasive, tandis que dans d'autres, partons directement sur un traitement du canal radiculaire, une dévitalisation, etc. Il est donc important de s'informer sur la façon dont ces lésions profondes sont perçues. Alors, il y a quelques années, j'ai posé la question à des omnipraticiens. Les lésions profondes, de quel type de profondeur parlons-nous? Et cela vient confirmer la diapo précédente. Il y a différentes propositions. Mais si, par exemple, on se retrouve dans l'os, je dirais que la majorité des dentistes s'inquiètent. Lorsqu'on atteint, on va dire, 75% de l'épaisseur dentinaire. Par conséquent, pourquoi ne pas définir ces lésions profondes comme correspondant aux trois quarts de l'épaisseur dentinaire, aux trois quarts profonds de l'épaisseur dentinaire? On le voit au cliché radiographique. Et parfois, il y a un risque de perforation lorsque la profondeur n'est qu'à 50% de l'épaisseur dentinaire. Donc, il y a énormément de variabilité d'un patient à un autre. Parfois, on atteint la pulpe lorsqu'on est à seulement la moitié de l'épaisseur dentinaire. Parfois, 75%. Les choses évoluent. Dans le nord de la Norvège, une étude a fourni des informations supplémentaires sur ce type de cas. Alors, vous avez le cliché radiographique.
Vous avez les photographies, différents scénarios sont égrenés, pas de douleur, pas d'exposition pulpaire. Ça ressemble beaucoup à l'étude émanant du réseau américain que je vous ai montré tout à l'heure, mais il y a des informations supplémentaires. Je me répète, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de consensus. L'invasivité est peut-être moins prononcée dans le nord de la Norvège, mais le fait est que on n'est pas tous d'accord. Alors, ce n'est pas parce que la profondeur de la lésion est la même que ce sera le même traitement qui sera proposé. Il est donc très important de faire preuve de respect. Le dilemme existe, respectons-le. Alors, dans les manuels d'endodontie, vous avez des définitions classiques, vous connaissez peut-être. La phrase selon laquelle il n'existe aucune corrélation entre la douleur signalée par le patient, la douleur ou l'absence de douleur signalée par le patient, et ce qui se passe réellement au niveau de la pulpe dentaire. Donc, ce n'est pas la douleur qui peut régir notre choix thérapeutique. Je proposerais, en revanche, la chose suivante. Si on parle tous de la même chose, de la même lésion profonde, de la même profondeur de lésion, là, on part de la même base. Vous avez des études très intéressantes sur le coiffage pulpaire, mais c'est toujours un petit peu difficile de savoir exactement quelle est la profondeur de ces lésions carieuses. Je vous propose maintenant d'aller plus en profondeur s'agissant de la définition de ces lésions profondes et très profondes. Pour faire simple, faisons appel au cliché radiographique. Et lorsque vous avez une lésion carieuse profonde, eh bien généralement cela implique 75% de l'épaisseur dentinaire, mais vous avez quand même une zone dentinaire résiduelle au niveau de la pulpe. Donc sur la radio, assurez-vous qu'il reste tout de même une zone dentinaire du côté de la pulpe. Au contraire, bon, j'ai pas forcément besoin de vous le montrer, mais bon, c'est de cette façon que la diapo a été conçue. Toutes mes excuses, dit l'orateur. Au contraire, vous avez d'autres exemples. Alors, sur la radio, vous voyez la zone dentinaire radio-transparente qui pénètre l'épaisseur dentinaire tout entière. Et je dirais qu'on peut définir ce type de lésion comme étant extrêmement profonde. Dans les manuels d'endodontie, c'est également mentionné. Je vais peut-être me répéter, mais je dirais que nous sommes à la croisée des chemins entre l'endodontie et d'autres domaines. Et je pense que plus on est spécifique dans nos définitions, plus notre choix thérapeutique sera affiné. Par exemple, si on part sur la technique stepwise, donc un curetage en 2 temps, bien entendu, c'est un point de départ qui nous permettra de mieux comprendre les démarches thérapeutiques à base d'endodontie. Alors, quelques exemples de lésions profondes. La zone est transparente dans l'espace pulpaire. Donc, pour une lésion extrêmement profonde, ça va jusqu'au bout, ça traverse intégralement. Voilà. Une deuxième fois, on passe à travers. Et encore un cas. Et c'est le premier message que j'aimerais vous faire passer.
Et vous allez me dire, mais cher monsieur Biandal, ça je le fais déjà. Et c'est très bien. Mais cela peut régir votre choix. Peut-être que vous pourriez essayer au maximum de ne pas atteindre ce point de non-retour, d'éviter à tout prix la perforation lors du traitement de ces lésions très profondes. Maintenant, la pathologie. À mon avis, il serait pertinent de démarrer sur les réactions précoces. En effet, dans un contexte clinique, on ne peut pas se préoccuper de l'aspect commercial. On ne peut pas se préoccuper de tous ces processus biologiques. Alors peut-être qu'on réfléchit à la pulpe uniquement lorsque le patient vient nous voir et qu'il a mal et qu'il faut envisager un traitement endodontique. Mais je vous propose de prendre 5 minutes et de réfléchir à cette merveille biologique que représente la phase de déminéralisation d'une lésion carieuse. Oh, bien entendu, il ne s'agit pas de la même dent à l'écran, mais imaginez-vous l'évolution de cette carie si on ne faisait rien. C'est le cycle de la vie, entre guillemets, le cycle naturel du développement d'une carie. Alors, de manière très grossière, on prend la dent, on la coupe en deux, et si on examine les tissus à l'œil nu, qu'est-ce que l'on constate? Ah, vous serez peut-être d'accord avec moi. À mesure que la lésion carieuse évolue, progresse, vous constaterez une majoration des signes d'évolution tissulaire au niveau de la pulpe, avec un niveau de grossissement très grossier. Et c'est important de le dire. Même si le patient n'a pas mal, même en l'absence de douleur, à mesure que les lésions carieuses évoluent, la pulpe s'enflamme de plus en plus. Il s'agit là en fait d'un processus extrêmement naturel. Il y a parfois des incompréhensions en clinique. On peut supposer qu'en l'absence de douleur, la pulpe soit en très bonne santé, soit complètement saine. Mais ça n'est pas systématiquement le cas. Rappelez-vous que la dentine, c'est... Les processus dentinaires sont complexes et les bactéries vont se cacher. Elles sont dissimulées. Il y a donc un processus continu de stimulation de la pulpe. Il faut être absolument conscient de l'importance de la pulpe dans ces lésions profondes. La pulpe, cependant, représente un dilemme. Quel est ce dilemme? Du point de vue clinique, ce point de non-retour n'est pas bien indiqué. Ce serait génial, sinon, les tests de vitalité pulpaire, si ça fonctionnait, si ça pouvait nous dire « Ah, d'accord, si j'arrive à un tel score, ça veut dire que la pulpe va mourir dans 4 mois. » Non, mais c'est impossible à déterminer. Nous sommes donc face à un dilemme. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut être un petit peu rudimentaire, un petit peu primitif en termes de clinique. Concentrons-nous sur les outils disponibles. On est en 2016. Alors, essayez de catégoriser ces différents processus pathologiques sur la base d'un cliché radiographique. Bon, on est en 2016 quand même, c'est un petit peu rudimentaire. Vous serez d'accord avec moi? Donc, la lésion améllaire au-dessus de la surface occlusale. Que se passe-t-il dans ce cas? Alors, ce qui est étonnant, c'est que les odontoblastes sont tout à fait conscients
de cet événement précoce. Alors ça, vous ne le voyez pas, je peux peut-être vous le dessiner, mais la dent est au courant. Et si on examine cette plaquette de tissu dentaire, vous constaterez que, vous savez, généralement, lorsque vous examinez un échantillon dentaire, il faut enlever toute la composante minérale, il faut déminéraliser l'échantillon que l'on examine. Et suite à l'avènement de ces techniques de tests, de nouvelles technologies sont apparues et qui nous permettent d'examiner des schémas répétitifs de réaction, mais sur la section dentaire également, sur la coupe dentaire également. En effet, la couche améllaire est extrêmement dure, ce qui nous permet de suivre cette réaction jusqu'au bout. Observation of these early odontoplast changes, and it appears that very early you actually see a quite characteristic change of these odontoplasts. Speaking about the odontoplast, of course you are familiar with that, but it is producing the dentin, and you can say basically it's perhaps a collagen producing cell that afterward gets mineralized, and well, if you follow the development of this cell during tooth formation, you can talk about a kind of cyclus, and in a little bit larger magnification, you are able to evaluate how the cell looks inside the membrane, and without going into details, some have described this life cyclus, and actually when the cell has completed the dentin, you have a less active cell and a smaller cell. But in relation to caries, you also see a very huge reduction of the cell, and maybe it's an accelerated reaction which can be compared with the sequence taking place during the aging of the cell. But it doesn't mean that the cell can't produce. Because you might recall the very first reaction of the dentin. If we look in the clinic, here you have the possibility of watching the proximal side. You have this white spot lesion, and if you cut it and make a slide, and in fact, if you take an X-ray of that slide, you will be able to see this hypermineralized zone, or in fact, the increased in density of each dentinal tubule. And this could also be related to the odontoplast activity. But again, it's difficult to see in the clinic. Une fois de plus, c'est important donc de ne pas oublier cet aspect-là, parce que peut-être qu'on ne le voit pas cliniquement, mais c'est quelque chose c'est un phénomène qui quand même a lieu en dessous. Mais ce que nous voyons donc dans notre cabinet, c'est lorsque la lésion améllaire atteint la dentine et on arrive à la déminéralisation de la dentine. En fait, ceci pourrait être vu comme étant un problème parce qu'en termes biologiques, c'est un événement extraordinaire qui a lieu véritablement, qu'à ce moment-là, la dentine est déminéralisée. Il y a plus de 20 ans, un groupe de Smith et autres auteurs et le groupe comprenait des praticiens français ont évoqué la possibilité de produits qui peuvent créer de nouvelles dentines dès que le processus de déminéralisation a lieu. Donc, on peut dire qu'au fur et à mesure que la lésion progresse,
il y a aussi une libération et un schéma d'inflammation qui crée des tissus dentinaires. Donc l'inflammation peut être interprétée comme étant en fait une bonne chose dans la réalité. Et vous connaissez très bien Stéphane Simon qui a décrit exactement ce scénario, c'est-à-dire que c'est une relation positive de l'odontoblaste qui permet de participer à cette formation de la dentine, de l'extra-dentine, dentine supplémentaire. Si vous regardez donc la prédentine et ce réseau de fibres, si vous regardez sur le même endroit par rapport à une lésion carieuse, vous verrez sur ce fort grossissement que les odontoplastes sont toujours présents. Peut-être que leur structure est un peu plus grossière, mais ils peuvent toujours continuer à produire de la dentine supplémentaire. Alors, pourquoi est-ce que je parle des odontoblastes dans ce cas-ci? Eh bien, il faut se rappeler que si l'on prend 1 millimètre carré sur la face pulpaire, il y a environ 50 000 odontoblastes présents. Et si vous estimez le volume total dans le quart pulpaire intérieur de la dentine, eh bien, il y a 70% de cette zone qui est constituée des extensions cellulaires des odontoblastes. Et donc, en fait, c'est un tissu vivant. Rappelez-vous de cela. Donc, il y a un processus de création de dentine qui maintient l'architecture de la pulpe. Rappelez-vous ce que font les odontoblastes. Et ces tissus, donc bien évidemment, il y a la plaque au-dessus de la couche amélaire. Tout ceci participant à la formation d'une moindre perméabilité de la dentine. Quand il y a une déminéralisation de la dentine, les odontoblastes peuvent s'adapter et créer une nouvelle formation dentinaire et peuvent faire partie du processus inflammatoire et du processus de recréation de la dentine. On peut appeler ça formation réactionnaire de la dentine. Réactionnelle de la dentine. Voilà pour les odontoblastes. Mais passons maintenant à un autre sujet. Donc, ce qui se passe dans les lésions très profondes. Alors, là, c'est que la dentine est exposée. J'ai fait des diagrammes et vous voyez la couleur rouge. Elle indique la biomasse cariogène. Et quelles que soient les procédures d'hygiène buccale, on a un environnement qui va se développer, même si on essaie de nettoyer ce site proximal. Avant d'en s'en être conscient, tout d'un coup, ça se développe et on a cet émail qui est sapé par la base et puis on a une entité qui ne peut plus être arrêtée ou un processus qui ne peut pas arrêter par une hygiène bucco-dentaire. On voit le modèle, la séquence de l'élargissement de la carie lorsqu'on a exposition de la dentine. Qu'en est-il des caries profondes qui atteignent la pulpe? Eh bien, si nous regardons des lésions plus avancées qui ont plus évolué et si nous regardons le microbiote, on voit beaucoup d'études, il y a beaucoup d'études qui évoquent la présence de micro-organismes et c'est peut-être difficile d'obtenir des informations systématiques là-dessus. Mais si on essaie de décrire l'environnement de la lésion, autour de la lésion, le milieu autour de la lésion, on peut voir des modèles différents de microbiologie dans un environnement fermé où on ne peut pas voir les choses directement. Eh bien, il y a une cavité cachée et là, il y a un biofil
homogène. Et voici à quoi ressemblera la radio. Lésion profonde, alors que là, on a un environnement avec une lésion ouverte où l'émail a commencé à se désintégrer. Et là, il y a un environnement beaucoup plus complexe en cet écosystème ouvert. Et on pourrait penser que ça a des conséquences importantes pour la progression de l'environnement et de la lésion carieuse. Si nous avons une lésion profonde et si on évalue les réactions pulpaires et le modèle pulpaire, on verra beaucoup de cellules inflammatoires qui sont présentes. Et il n'y a aucun doute que lorsqu'on est en présence de lésions profondes, on a une réaction pulpaire. Elles peuvent se révéler, ces lésions, tout à fait silencieuses, en termes de douleur pour le patient ou signes cliniques pour le patient, ou bien au contraire, elles peuvent être accompagnées de douleur. Mais la chose importante qu'il faut relever, c'est que si l'on compare les radios et la situation clinique, vous ne verrez pas de croissance de bactéries à l'intérieur de la pulpe. Et ça, c'est le deuxième message important de cette présentation. On a une pulpe avec inflammation chronique dans les caries profondes, mais il semblerait qu'il n'y ait pas de croissance bactérienne dans la pulpe elle-même. Qu'en est-il maintenant des caries très profondes? Qu'en est-il des bactéries et de la pulpe? Alors, si nous regardons à nouveau la littérature à ce sujet, et nous avons un cas avec donc des coupes et puis des radios. Eh bien, dans ces lésions très profondes, la radio montre une dentine déminéralisée jusqu'en bas. Il y aura toujours la présence de bactéries dans la dentine supplémentaire qui a été créée par les odontoblastes, aussi bien que présence de bactéries dans la pulpe. En ce qui concerne le profil des bactéries, il y a des différences considérables entre ces deux groupes de lésions. Et en fait, ceci a déjà été décrit, et c'était déjà décrit quand j'étais très jeune même. Voici un autre cas où l'on voit le profil des bactéries qui entrent dans cette dentine supplémentaire qui a été créée en réponse à un stimulus ou à des stimuli extérieurs. Eh bien, c'est un de mes thésards qui a fait cette diapo. Et au Danemark, on vient de terminer un concours national en pâtisserie. Et pourtant, c'était ce jeune homme qui a été le gagnant du concours. Et il a réalisé une pâtisserie, un gâteau rose. Et vous savez maintenant pourquoi il a choisi la couleur rose. Donc, ici, il est important de remarquer qu'il y a une inflammation chronique de la pulpe avec une croissance bactérienne dans la dentine tertiaire. Alors, comment traiter ces caries profondes? Comment faire l'élimination? Nous savons maintenant que nous sommes en présence d'informations de croissance bactérienne dans la pulpe, dans le site profond. Lorsque la carie atteint un site profond, nous savons qu'au fond, alors que dans un autre groupe, nous avons une inflammation, mais pas de croissance bactérienne. Et donc, la limite entre les deux est importante, parce que s'il n'y a pas de bactéries dans la pulpe, on pourra peut-être contrôler les choses en donnant un traitement approprié à la dentine. Et donc, une suggestion très simple pourrait être d'éviter la perforation de la dentine.
Et bien évidemment, on doit mettre cette suggestion à l'essai. On ne peut pas dire que l'on pas laisser la dent alors que l'on sait qu'il y a une inflammation présente. Mais il faut quand même tester cette idée. Alors maintenant, nous arrivons au point où on ose parler de ces questions. Parce qu'on a testé nous-mêmes cela dans un milieu clinique où on a eu le temps de dire aux dentistes, maintenant, il est important de traiter ce qui est maintenant défini comme une lésion profonde. Donc parlons maintenant de cela. Mais avant tout, je crois qu'il faut évoquer un petit peu l'histoire, un bref historique de l'excavation. Vous vous rappelez que dans les années 70, il y avait un groupe japonais sous la houlette de Fusayama qui était très à l'avant-garde parce qu'ils avaient divisé la dentine en deux zones, la zone extérieure et la zone interne. Et ils décrivaient ces deux zones très clairement. Il disait, si vous avez la zone extérieure, elle est déminéralisée, les bactéries sont présentes, on peut pas la reminéraliser. Donc, il faut l'enlever, il faut l'éliminer. À l'encontre de ça, ils ont parlé également de la dentine, de la zone profonde, avec une infection minimale, et où on pouvait utiliser, dans ce cas-là, du collagène, et on avait un potentiel de reminéralisation. Et ils ont fini par dire, eh bien, maintenant, il est important d'enlever, d'éliminer la dentine infectée. Mais ça, c'est également le problème que l'on rencontre dans la clinique. Nous ne voyons pas les bactéries présentes. Lorsque l'on parle d'excavation totale, d'élimination totale ou partielle, eh bien, on se concentre sur le fait qu'on élimine en réalité les bactéries que l'on ne peut pas voir. On a beaucoup d'outils permettant de séparer ces deux zones. Vous connaissez tous le détecteur par coloration des caries, mais en fait, ce colorant ne colore pas la dentine, il colore uniquement la dentine infectée. Et puis, il y a des systèmes d'excavation, d'élimination manuels ou bien à la fraise qui n'y arrivent pas non plus. Ça, c'est un problème. Mais on pourrait dire qu'il y a un nouveau paradigme aujourd'hui qui pourrait constituer à dire que peut-être qu'il n'est pas important d'enlever toutes les bactéries, l'ensemble des bactéries. Parce qu'en fait, si vous étudiez ces techniques d'élimination moins avancées, elles permettent de laisser des bactéries en place. Il y a quelques années, on a fait une étude où on a comparé la situation où on a laissé la carie en place, on a mis une obturation par-dessus, ou alors ensuite on a enlevé l'obturation, on a vu le collagène classique reflétant une carie inactive. En même temps, on a eu une réduction, mais on n'a pas eu une réduction totale de la quantité de bactéries, une élimination totale. Et en fait, là, c'est le concept de l'excavation, de l'élimination partielle ou par étapes, en vue de changer, de modifier l'environnement cariogène. Et maintenant, je vais vous montrer une petite vidéo. Je regarde cette vidéo avec ma femme tous les soirs avant de partir me coucher. On va voir si ça marche. Dans le cas contraire, non, ça marche pas. Ah, c'est peut-être parce que j'utilise le curseur au lieu d'appuyer au bon endroit. Voilà, ça marche maintenant. Regardez, c'est de la dentine qui est molle. Et donc, c'est important, mais évidemment, on ne va pas faire une perforation. Je voudrais vous montrer quand même ce qui se passe si vous essayez d'enlever cette dentine très molle, proche de la pulpe. Ce ne sera pas une bonne chose. Vous allez essayer
de faire des lignes de fraction très minces dans la pulpe. Peut-être que vous ne verrez pas les perforations, mais en tout cas, c'est un tissu très difficile à manier. Lorsqu'on le laisse et qu'on revient 6 mois après, on voit une comparaison ici. J'ai arrêté la vidéo là où on était, ben vous la revoyez 6 mois après et on retourne en arrière, vous voyez que ce qui se passe lorsqu'on laisse la carie en place. Alors le tissu était humide avant et maintenant il est beaucoup plus sec. Un autre exemple ici, une grande molaire. On ne traite pas des molaires comme cela au Danemark. On utilise les molaires, bien évidemment, à des fins manducatrices. Mais dans ce cas-là, on n'a pas mis d'obturation. Et on a vu les changements. On a déjà enlevé la plaque de surface quelques semaines avant. Et vous voyez les changements classiques d'arrêt de la carie sur la dentine. On arrête la lésion en éliminant la plaque superficielle. Donc, le concept est consiste à changer l'environnement cariogène plutôt que d'essayer d'enlever chaque lésion et toutes les bactéries de la lésion. Brièvement, en ce qui concerne la méthode, on aime bien avoir une élimination périphérique complète, non sélective, donc on enlève la dentine carieuse jusqu'à atteindre la zone molle de la dentine pour pouvoir mettre une restauration temporaire. Mais on ne fait pas l'élimination du tissu carieux jusqu'à la pulpe. Vous voyez le changement de couleur que l'on a entre les intervalles de traitement et l'arrêt de la lésion carieuse, de la progression de la lésion carieuse lorsque l'on a éliminé la plaque de surface, la plaque superficielle. Vous savez comment ça marche dans la clinique? Alors, il y a eu un essai randomisé avec témoins comparant l'élimination carieuse sélective par rapport à l'élimination complexe. C'était un essai randomisé. Je ne vais pas entrer dans les détails sur cet essai, mais les personnes ont dû indiquer leur choix de traitement par téléphone. Ça s'est passé il y a plusieurs années. Les téléphones ne ressemblaient pas à ça, mais enfin, c'est pour vous indiquer que c'était quand même un système de randomisation par téléphone qui diminue le biais. Il s'agissait uniquement de lésions profondes. Quelle était la définition du traitement réussi? Pas de perforation, pas de radiotransparence apicale et une pulpe vivante et aucune douleur. Résultat, avec 1 an et demi de suivi, sur la base de 314 patients enregistrés, eh bien, il y avait une différence entre les deux groupes. Mais à ce moment-ci, c'est dû principalement au fait que l'excavation partielle, par étape, avait arrivé à moins de perforations, conduisait à moins de perforations. On peut dire donc, grâce à cet essai, que l'on voit que l'on réduit le nombre de perforations grâce à cette technique. Lorsque l'on veut évaluer les choses du point de vue statistique et lorsque l'on va l'intervalle de confiance en bas, on peut toujours dire qu'en fait, si on répète cet essai 100 fois, certaines des études vont montrer une différence de 0,5 et d'autres montreraient 22,5%. Donc, il y a une variabilité, mais elle montre toujours tout de même une différence entre les deux bras. Mais pas une différence extraordinaire, je dois le faire remarquer. Les résultats avec un suivi de 5 ans, on vient juste de les analyser. Elles montrent la même chose si on inclut la perforation, reflète. Donc, si on s'attache particulièrement à la perforation, ce n'était pas une grande surprise, mais si on n'inclut pas la perforation comme critère de traitement réussi, eh bien, on voulait évaluer les cas où il y avait peut-être une perforation, donc on voulait placer une coiffe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, s'il n'avait pas de radiotransparence apicale, s'il y avait toujours de la pulpe vivante et pas de douleur, à ce moment-là, on considérait que c'était un traitement réussi. Eh bien, là, il y avait une différence. Il y avait une différence quand même entre les deux groupes, montrant que ce serait peut-être
un problème si l'on essaye de coiffer la lésion. Ça conduirait quand même à un problème. Et ça peut créer une pathologie croissante, conduisant à une nécrose et à de la douleur. Vous voyez, donc voilà, on arrive à une conclusion en ce qui concerne les coiffes, la pose de coiffe. Et maintenant, dernière partie de ma présentation. Il semblerait que cette excavation, cette élimination par étapes, cette élimination partielle fonctionne véritablement. Qu'en est-il des traitements qui préservent la pulpe? Et tout à l'heure, Thomas Quist va parler de cette question et va expliciter la situation. Si l'on parle donc de ces coiffes, la pose de coiffe, on n'a pas beaucoup de matériaux, excusez-moi, là-dessus, mais on pourrait dire que au bout de 5 ans, ces cas qui avaient subi une coiffe étaient caractérisés par beaucoup de douleurs et par la nécessité d'un traitement canalaire. Si vous regardez maintenant les chiffres, les nombres d'échecs dans ce groupe de traitement partiel par rapport aux groupes où il n'y a pas de sélection, qu'il y a plus d'échecs dans les scénarios où l'on passe, où il y a une coiffe de la coupe lorsque l'on a fait une élimination complète de la carie. On peut dire que il semblerait que c'est important d'exposer la pulpe ou pas dans ces lésions profondes. La survie de la pulpe de 74% est obtenue si l'on maintient donc une pulpe non exposée, alors qu'on a une survie de la pulpe de 9% seulement si on fait une exposition de la pulpe avec pendant avec coiffe. Donc, le dernier message, c'est qu'il y a un avantage important à éviter l'exposition de la pulpe dans les lésions profondes. Et voici, ceci conclut ma présentation. J'ai besoin quand même de vous parler rapidement d'un cas. Est-ce que dans ce cas-là, on a pu faire une lésion, dans ce cas de lésion très profonde, une élimination partielle et par étapes? Non. Au départ, tout s'est bien passé. Vous voyez sur la radio que le patient s'est présenté avec de la douleur. C'était peut-être donc une indication des limites de ce type de traitement, même si ça paraissait très bien à la radio. Voilà, j'ai terminé le temps qui m'était imparti. Je voudrais vous dire que je ne travaille pas tout seul, bien évidemment. Voilà le groupe avec lequel je travaille. Nous avons une réunion cet été à l'Opéra danois, l'Opéra national danois à Copenhague. Excellente réunion, très agréable. Voilà, merci de votre attention. Je voudrais encore vous dire que des essais cliniques, ça prend du temps. Merci. Tack. This is the only word I can say. Tack. Je sais dire merci en danois. Pendant la session, que vous pouvez continuer de toute façon à poser, on gardera un temps à la fin pour répondre aux questions. Il est possible que vous ne voyez pas apparaître votre question, aussi parce que je pense que la réponse, vous l'aurez avec la conférence suivante. Donc, si toutefois vous ne l'aviez pas à la fin, la réponse à la fin de la deuxième conférence, vous pouvez reposer votre question et je vous assure qu'on la mettra en ligne. Alors, on commence par quoi? Voilà, c'est quand même... Je crois, ouais. Ça a marché? Non. Ok, on va dire. Bon. On a donc reçu quelques remarques. Ou, voilà, on a. Last, is it okay? We were on the.
Parfois, vous pratiquez une excavation. Le public a des questions. Eh bien, au Danemark, les digues en caoutchouc peuvent s'avérer utiles en cas de traitement endodontique, mais dans la pratique, c'est pas une tradition. On n'a pas pour tradition d'utiliser ces outils pour une procédure d'excavation. On le sait grâce à la littérature. Le coiffage pulpaire peut aboutir, peut avoir du succès, même pour des lésions très profondes, mais l'immense majorité des praticiens n'ont pas forcément accès à un microscope électronique, n'ont pas un gros grossissement. Donc je pense qu'il est possible théoriquement de traiter des lésions extrêmement profondes, mais dans la pratique, c'est plus difficile à mettre en œuvre. Même lorsque les lésions profondes sont de plus petite taille, c'est quand même un problème. En tout cas, ça semble être un problème. Merci. Nous avons de nombreuses questions concernant le type d'antiseptique que vous pouvez utiliser sur les tissus résiduels avant la restauration. Oui, bien sûr. Eh bien, de l'hydroxyde de calcium ou un matériau de ce genre. Mais en fait, certains tests ont été effectués et cela semble indiquer que ce ne soit pas le meilleur produit. Il y a notamment une étude sur l'excavation partielle. Nous, on utilise l'hydroxyde de calcium entre les visites. Pour ce processus, cette méthode stepwise, donc de curetage dentinaire en 2 temps. Donc une question directement en anglais. Concernant les caries profondes, vous avez abordé la question de l'excavation sélective en deux étapes et la possibilité de l'excavation complète. Mais qu'en est-il d'une excavation sélective en un seul temps, suivie directement d'une restauration définitive? Oui, excellente question. Nous avons une publication qui s'appelle Essai. Et vous pouvez publier vos protocoles, ce que vous comptez faire. Et vous avez en France un groupe qui vise à assurer des comparaisons entre ces excavations sélectives à 1 temps ou à 2 temps. Des efforts similaires sont en cours en Amérique du Sud et dans d'autres régions du monde. Je pense que c'est une démarche naturelle. Il faut s'y attendre. Le tout est de collationner suffisamment de données pour être sûr que les éléments de preuve soient suffisamment solides. À l'heure actuelle, on sait certaines choses sur les dents de lait, mais on sait également que ces dents de lait ne seront pas toujours là. Le scénario trouve vite sa fin. Et si vous laissez derrière vous énormément de dentines, vous savez qu'il y aura retrait, rétrécissement lors de l'assèchement. Il n'y aura peut-être pas de conséquences sur la surface occlusale, mais qu'en est-il des autres surfaces, la surface proximale par exemple? Vous savez, en cas d'obturation, même si vous ne laissez pas de lésions carieuses, ça ne durera pas toujours. Et en cas d'échec, lorsque cette démarche, lorsque cette approche ne réussit pas, c'est lorsque l'obturation ne fonctionne pas de façon optimale. Mais encore une fois, il s'agit là d'une évolution naturelle. Mais il est important d'avoir une démarche factuelle, fondée sur les éléments de preuve. On peut se dire, allez, on y va,
Mais lorsqu'on fait partie d'un institut, lorsqu'on travaille dans l'enseignement, on a certaines responsabilités, hein, en tout cas en Scandinavie, notamment au Danemark. Bon, c'est vrai dans le monde entier. On veut quand même des éléments de preuve cliniques avant de se dire, allez, on y va. Une dernière question. Et puis on gardera le reste des questions pour tout à l'heure. Combien de temps doit-on attendre entre les deux excavations? Faut-il s'attendre à des douleurs dans l'intervalle? Et à quel moment décider qu'il est trop tard et qu'il faut dévitaliser? Vous pouvez continuer, hein? La question qui n'en finit pas. Pour répondre au premier volet de cette question, c'est vraiment une question d'initiative. Il existe des données sur cet essai randomisé avec témoins, mais cela correspond à 6 à 12 semaines. Tandis que de l'autre côté, vous avez quoi, 12 mois? Donc vous avez une certaine souplesse hein, s'agissant de prendre cette décision. Tout est fonction des activités du patient. Et bien entendu, c'est important. Si l'intervalle entre les deux est relativement long, il vous faut une obturation de bonne qualité au cours de cette période. Et donc, l'un de ces essais qui compare les deux types d'excavation en 2 temps ou alors partiels se produit au Brésil. Et si vous utilisez un certain type d'obturation entre les 2 étapes et que ça ne fonctionne pas, ben le résultat sera mauvais. Bien entendu, l'obturation est importante, mais si vous pensez que l'intervalle entre les 2 étapes est long, faites attention. Il vaut mieux une bonne obturation temporaire. L'excavation, quand y mettre fin, on l'a indiqué. Vous allez éliminer le plus possible en fonction de l'obturation temporaire. Merci beaucoup.